Bon, là, on a vu différents facteurs qui expliquent pourquoi le climat change. Dans cette vidéo, on va identifier comment on sait que le climat est en train de changer, quels sont les indicateurs qu'on peut voir qui indiquent que le climat change, et quelles sont les conséquences des changements climatiques. Alors, comme je dis, on a établi que le climat change, et donc, pourquoi est-ce que ça nous importe que le climat est en train de changer? Ben, les changements climatiques nous apportent des conséquences qui ont un vrai impact sur notre habilité de vivre sur la Terre. Puis dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de vous montrer quelles sont les conséquences des changements climatiques, puis comment ça va nous impacter dans notre vie, et non dans la vie de ceux qui s'en viennent, mais certainement de ceux qui s'en viennent, mais c'est des changements qu'on va voir dans notre vie. Premièrement, puis là j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, la planète se réchauffe. Puis ça c'est l'indicateur principal des changements climatiques à présent. Le taux de réchauffement a augmenté dans les derniers 100 ans et n'arrête pas. Ça ne veut pas dire qu'à tous les endroits c'est plus chaud tout le temps. Vous avez simplement à regarder dehors, ça se peut qu'il est en train de neiger, ça se peut qu'il est plus froid que normal. Il y a des changements naturels, il y a des variations naturelles dans la température, mais en général, la tendance globale, c'est que la température du monde est en train d'augmenter. Ça, c'est un graphique qui est assez populaire dans la communauté scientifique, puis ça montre la température globale de l'année 1000 jusqu'à aujourd'hui. Puis dans la prochaine vidéo, on va parler un peu de comment les gens ont pu savoir c'était quoi la température dans l'année 1000. Mais pour maintenant, vous pouvez prendre pour acquis que ces données sont fiables. Puis on peut voir environ à l'année 1900, là où la révolution industrielle a commencé, la température a commencé à augmenter rapidement, sans indication que ça va arrêter. Puis même, on peut voir que de 1000 à 1900, il y avait une baisse très graduelle de la température. Mais depuis 1900, ça s'est augmenté rapidement. On appelle ce diagramme souvent dans la communauté scientifique le diagramme du bâton de hockey, parce que ça prend la forme d'un bâton de hockey. Ça, c'est mon bâton de hockey. Pas super, mais ça va aller, ça va fonctionner. Puis ici, nous avons un diagramme qui représente un peu plus discrètement de 1880 à 2006. Puis là, la ligne à 0, ça c'est la température moyenne de cette période, de 1880 ça c'est la ligne de 0, c'est la température moyenne de 1951 à 1980. Donc on peut voir que c'est avant 1935, disons, la température était toujours plus bas que la période de 1951 à 1980. Puis là, en 1935, ça commence à être un peu partout, mais c'est plus ou moins autour de cette moyenne-là. Puis là, vraiment, en 1900, autour de 1980, depuis 1980 jusqu'à 2006, les températures augmentent. Donc, c'est une autre preuve que même aujourd'hui, les températures sont en train d'augmenter et continuent à augmenter. Ce diagramme, en passant, vient de Statistique Canada. Ça, c'est un diagramme qui vient directement du rapport du GIEC que j'ai mentionné dans la première vidéo. C'est le rapport de 2014. Puis ça montre l'évolution de la température mondiale par rapport à la période de 1986 à 2005. Donc on peut voir que il y a deux lignes. Il y a la ligne bleue et la ligne rouge. Oups. Ok. Ben, la ligne rouge, c'est ce qui va se passer si on ne change
rien. On peut voir que la température va continuer à augmenter sans fin évident. La ligne bleue, c'est ce qui pourrait se passer si on change nos habitudes. Donc on peut voir que si on change nos habitudes, mon écriture est vraiment pourrie aujourd'hui, si on change nos habitudes, il y a encore du temps pour garder l'augmentation de la température à un niveau qui est respectable, qui ne va pas nécessairement, ce qui va moins nuire à notre qualité de vie. C'est quand même plus élevé que par rapport au passé, mais c'est beaucoup moins élevé. Bon, voici un autre diagramme qui vient du GEAC, le rapport de 2014. Ça montre l'évolution de la température de 1901 à 2012. Alors, le plus que c'est colorié, le plus que ça devient rouge, le plus que la température a augmenté dans cette région de 1901 à 2012. Donc, on peut voir que les régions les plus affectées sont par exemple en Asie, en certaines régions de l'Amérique du Nord, certaines régions de l'Amérique du Sud, mais en général, de 1901 à 2012, on a vu disons, une augmentation de 1 à 2 degrés de la température partout dans le monde. Ça, c'est l'évolution projetée de la température par rapport à la moyenne de 1986 à 2005. Alors, il y a deux scénarios. À gauche, ça c'est le scénario où on change nos habitudes. À droite, c'est où on ne change pas. Vous pouvez voir que c'est une différence assez énorme. Et les régions qui seront impactées le plus sera le pôle Nord. Même si les gens ne vivent pas là, à cause de la distribution de la chaleur dans la Terre, à cause de la façon dont la chaleur bouge, c'est vraiment le pôle Nord qui va fondre et le pôle Nord qui sera affecté et vraiment l'hémisphère Nord qui sera affecté le plus comparé à l'hémisphère Sud. Mais comme on peut voir, si on change nos habitudes, il y a encore du temps à réduire les conséquences et à gérer les conséquences des changements climatiques. Donc, ça c'est le diagramme à gauche, c'est le diagramme qu'on a déjà vu. À droite, c'est un diagramme qui démontre un peu le degré de risque dans une certaine catégorie vis-à-vis des températures. Alors, si la température augmente par 1 degré, on peut voir que les systèmes uniques et menacés ont un risque qui commence à être à moyen. Les événements météorologiques extrêmes, moyen. Les incidences au monde commencent à rentrer dans la région moyen. Excuse. Et le plus que la température augmente, le plus que le risque de ces événements va augmenter dans la région élevée ou très élevée. C'est logique. Le plus que la température du monde augmente, le plus les conséquences seront graves. Une des conséquences principales, à part la température, c'est la fonte des calottes glaciaires. Alors vraiment, on a vu que dans le pôle Nord, les impacts vont être les plus graves. Puis, si la glace au pôle Nord fond, ça va faire monter le niveau des océans, qui va impacter le reste du monde. Alors, ça c'est un fait de Radio-Canada qui a démontré que depuis 1982,
les océans ont monté de 11 mm à cause de la fonte des calottes glaciaires. Puis 11 mm semble pas beaucoup, c'est 1 cm, mais à long terme, si ça continue comme ça, on va commencer à perdre des régions qui sont sur les côtes de notre continent. Satellite observations by NASA show sea ice coverage in the Arctic has reached an annual low. The sea ice receded to an area of 1.94 million square miles on September 17, 2014, making it the 6th lowest extent on record. Arctic sea ice basically acts as a big air conditioner for the planet. When the sun shines down on it, most of the energy is reflected away. So it helps to keep the planet cool. Since 1979, we've been monitoring the extent of sea ice with satellites. And at the present time, we've lost an area equivalent about a third of the United States. It goes up and down every year, but the long-term trend is that we've been losing a lot of sea ice. In large part, what's been causing the decrease has been heat. The Arctic has been warming up, especially in the last 10 years. The temperatures in the Arctic have risen about 2 to 3 times the global average. So increases in the global temperature have been decreasing the thickness and extent of Arctic sea ice. The total volume of sea ice at the end of the summer melt season in 2013 is about 2/3 less compared to 1979. The loss of Arctic sea ice thickness, it makes it less resilient. If it's just not as thick, what happens is that it melts faster, and because of this, it just doesn't stay around as long in the summer. It's important that we're looking at Arctic sea ice because of the large impact that it has on our climate. It's basically one of the most significant symbols of a changing planet. Donc, quelques-unes des conséquences qui sont associées avec la fonte du pôle Nord, c'est la perte d'habitat pour les animaux polaires. Déjà, les ours polaires ont la difficulté à se nourrir et commencent à bouger au sud et à adapter à un style de vie différent, à manger différentes choses et à modifier les autres écosystèmes dans lesquels ils n'étaient pas partout vivants dans le passé. On risque de perdre la culture du peuple polaire, les Inuits, au Canada et les autres cultures dans les autres régions du Nord. L'ouverture du passage de l'Arctique, il y a beaucoup de ressources naturelles qui auparavant n'étaient pas accessibles, qui sont sous la glace à l'Arctique. Puis là, la grande question, c'est à qui appartient l'Arctique? Parce que c'est pas nécessairement une région colonisée. Et si les gens sont en train d'exploiter les ressources là-bas, puis il y a un accident, c'est à qui la responsabilité de nettoyer ou de réparer cet accident-là? Puis dernièrement, le niveau des océans, comme j'ai dit, ça monte autour du monde, puis ça met les villes sur les côtes des îles en danger. Puis là, je viens juste à parler de ça. À qui appartient le pôle Nord? Ça, c'est un grand débat présentement. C'est une grande chose dans les États-Unis, le Canada et la Russie sont vraiment en train de se batailler sur ça. Le Canada dit qu'une grande portion du pôle Nord appartient à eux. Les autres territoires disputent cela. Et je pense qu'un des grands débats qu'on va voir dans la politique dans les prochains 30 à 50 ans, ce sera vraiment ce débat sur le pôle Nord, puis qui a droit au pôle Nord, une fois que ça fond, puis une fois que les bâtons sont plus capables de rentrer dans le pôle Nord. Le réchauffement climatique est en train de transformer l'Arctique. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à Découverte. Au Canada, le mythique passage du Nord-Ouest commence à se libérer des glaces. Et au large de la Russie, le passage du Nord-Est est déjà ouvert à la navigation. Une troisième voie, le pont Arctique, s'élabore entre la Russie et le Manitoba en passant par la baie d'Hudson. Tout cela est porteur d'un grand potentiel de développement économique. Mais à quel prix? Les risques de catastrophes écologiques sont immenses et le Canada, pour l'instant, est mal outillé pour faire face à la situation. Partout dans l'Arctique, la glace fond.
Les scientifiques qui étudient la banquise l'affirment. Si la tendance se maintient, l'océan Arctique sera déjà libre de glace en été en 2012. D'immenses étendues d'eau, emprisonnées autrefois sous la glace, s'ouvrent à la navigation. Le vieux rêve de transiter de l'Atlantique Nord au Pacifique, sans faire le long détour par le sud, devient réalité. Une perspective emballante pour certains, mais une menace aussi, car l'environnement arctique est fragile. Qu'arrivera-t-il en cas d'accident? Qui devra en assumer la note? Et qui fixera les normes? Le Canada, 75 degrés latitude nord. Le passage du Nord-Ouest est fait de plusieurs routes qui serpentent entre une multitude d'îles, de détroits et de golfes. Ce raccourci entre l'Atlantique et le Pacifique pourrait remplacer le trajet habituel qui passe par le canal de Panama. Entre Londres et Tokyo, 7000 km en moins. Mais trouver le meilleur trajet dans cet archipel plein d'obstacles relève encore de l'exploit. Ottawa, Service canadien des glaces. Les images du satellite RadarSat 2 permettent aux analystes de guider les navires dans les eaux difficiles du Grand Nord. Le passage du Nord-Ouest qui mène de l'Atlantique au Pacifique est composé d'une série de passages à même l'archipel arctique canadien. Le trajet le plus court, c'est celui du canal Perry, qui, en raison de ses eaux profondes, est idéal pour les navires. Mais l'extrémité ouest a toujours été bloquée par les glaces. 2007 a été la première année où le canal était navigable. Le passage le plus direct est donc sous la glace, 9 mois sur 12. Même l'été, quand la banquise s'effrite, ce passage demeure encombré par des blocs d'une glace très dure, vieille de plusieurs années. Malgré son apparente immobilité, la banquise arctique est en perpétuel mouvement. Elle tourne au gré des vents dominants. Le tourbillon de la mer de Beaufort pousse la glace contre les îles, ce qui fait qu'on retrouve ici une glace ancienne et très épaisse. Quand la glace ici s'affaiblit, ces vieux blocs venus de l'océan Arctique peuvent se diriger le long des canaux jusqu'au passage du Nord-Ouest. Et il faudra en tenir compte quand on empruntera le passage dans le futur. Même si le passage sera relativement dégagé, il y aura toujours ces vieux blocs de glace de l'océan Arctique qui présenteront un danger pour les navigateurs. Moins il y a de glace, plus c'est dangereux. Parce qu'une mer avec peu de glace attire des navires moins performants et des équipages moins expérimentés. Et ils auront quand même à éviter des morceaux de glace qui peuvent être très dangereux. Si un navire heurte un de ces blocs à grande vitesse, cela peut l'endommager, le faire couler et causer de la pollution. Si le trajet nord du passage est bloqué, il reste les routes plus au sud, celles qui passent par les détroits de Barrow et de McClintock.
Le problème de la route du Sud, c'est que les eaux sont peu profondes et certains des canaux sont plus étroits. La navigation est donc plus délicate, pas en raison de la glace, mais à cause des rochers. Un navire qui emprunte un passage étroit, où le vent a entassé la glace le long des rives, peut rester bloqué là durant des heures, sinon des jours. Sans compter que ces routes sont encore mal balisées. Plus de la moitié du passage du Nord-Ouest n'est pas cartographié. Les grands transporteurs maritimes prendront-ils le risque d'utiliser ce raccourci? Nous ne pensons pas que le passage du Nord-Ouest deviendra un canal de Panama du Nord. Du moins, pas dans un avenir prévisible. Il y aura encore trop de difficultés. Mais avec le dégel de l'Arctique, il y aura quand même une augmentation du trafic dans le passage. Ce sera ce que nous appelons du transport de destination, c'est-à-dire que les navires qui se rendront dans l'Arctique le feront soit pour servir l'exploitation minière ou pour approvisionner les communautés, qui accueilleront aussi des touristes en croisière. Mais comment assurer la sécurité de ce trafic maritime sur un territoire qui manque de tout? Peu de brise-glace, pas de remorqueurs, pas de chantier naval ni de port de refuge en eau profonde. Que ce soit à Tuktoyaktuk, Pond-Inlet ou à Iqaluit, les Inuits réclament depuis longtemps ces infrastructures. On se croirait au tiers-monde ici. Nous déchargeons les navires en balançant la marchandise sur des navettes pour l'amener à la rive. La cargaison arrive souvent trempée et chaque année, une partie du stock tombe carrément dans l'eau parce que nous n'avons pas de port. Selon moi, il faut se relier avec le reste du pays. Et un port créerait ce lien. En superficie, nous représentons le 5e du pays. C'est une région merveilleuse. Mais nous avons de grands défis à relever. It's unfortunate that the Arctic had to come on the map within our own country because there's... Il est dommage qu'on s'intéresse enfin à l'Arctique à cause d'intérêts étrangers. Mais au moins, on parle de nous. I guess on the other hand, the spin-off is they are putting us on the map. Une occasion de développement pour les villages de l'Arctique? Peut-être. Chose certaine, pour éviter les conséquences tragiques d'un déversement majeur, le Canada doit affirmer sa souveraineté afin de contrôler ce trafic maritime. Donc, parlant des montées des niveaux des mers, toutes les régions en violet sur ce graphique sont des régions qui sont menacées par une montée du niveau des mers à cause du fait qu'ils sont vraiment au niveau des mers. Puis juste un changement de quelques centimètres peut avoir une influence sur les gens qui vivent dans ces régions. Un autre problème, c'est que les océans deviennent plus acidiques. En fait, à ce point-ci, nous avons vu que les réchauffements climatiques sont causés par l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 dans l'atmosphère peut se diluer dans les océans. Alors, quand le CO2 dans l'atmosphère rentre dans les océans, il devient l'acide carbonique, devient un acide. Puis ça transforme les océans d'un milieu neutre à un milieu acidique. Puis ça a un grand impact sur tous les organismes qui vivent dans l'océan. En particulier les coquilles des organismes aquatiques
sont formés du carbonate de calcium. Puis le carbonate de calcium, ça se dissout dans un environnement acidique. Puis un autre matériel qui est formé du carbonate de calcium. Ici, j'ai une expérience que j'ai faite l'année passée, où à gauche ici, j'ai un bécher avec de l'eau. Dans le milieu, j'ai un bécher avec le vinaigre, qui est un acide. Et à droite, j'ai un bécher avec le coke, qui lui aussi est un acide. Puis on peut voir que dans l'eau, la craie n'est vraiment pas changée. La craie ne dissout pas, ça ne se modifie pas. Dans le vinaigre, à l'intérieur d'à peu près 1 heure, la craie s'est entièrement dissoute. Il n'y avait rien qui restait. C'était complètement brisé. Dans le coke, ça a pris plus longtemps, mais on peut voir déjà que le craie s'est brisé, puis ça commence à se dissoudre, parce que le coke est un peu moins acidique que le vinaigre. Mais le point de cette expérience, c'est de montrer que dans un environnement acidique, le carbonate de calcium peut se dissoudre, puis les coquillages des organismes aquatiques dans les océans sont en train de se dissoudre à cause de l'acidification des océans causée par le CO2 dans l'atmosphère. Les changements climatiques ont un impact sur la santé humaine. On a vu qu'il y a plus de désastres naturels qui se passent avec une fréquence plus élevée. Le réchauffement facilite la transmission des virus, des bactéries. Ils sont capables de se propager plus facilement autour du monde. Les allergènes peuvent être transmis et peuvent vivre plus longtemps. Alors, c'est pas juste au niveau de l'environnement qu'on voit les conséquences, mais on va voir plus de conséquences au niveau de notre santé à nous-mêmes à l'avenir. Puis, ça va changer aussi les patrons de précipitation. Alors, c'est un diagramme de votre manuel qui montre que tout ce qui est en vert, c'est des régions où le montant de la précipitation a augmenté depuis l'année 1948. Et ça va causer plus d'inondations et d'autres conséquences sur notre qualité de vie. Dans d'autres régions, il y a moins de précipitations, puis on voit qu'il y a une désertification qui se passe. Parce que le plus chaud que c'est sur la Terre, le plus que l'eau va s'évaporer. Et ça diminue notre habilité de faire de l'agriculture et ça crée ou élargit des déserts. Puis là, on commence à jouer avec des produits OGM, des pesticides, pour contrer les conséquences sur l'agriculture. Puis ça, c'est une pratique qui est très controversée. Et il y a des défis qui existent avec ça. Les biomes sont en train de changer. Je peux vous montrer des articles qui parlent du fait que 15 à 35% des espèces au monde risquent de disparaître à cause de la perte d'habitat. Puis en fait, après quelques semaines avant de créer cette vidéo, j'ai entendu un nouveau rapport qui a monté ce numéro à 50% des espèces au monde qui risquent de disparaître dans les prochains 50 à 100 ans. Et puis même si une espèce ne perd pas son habitat, si ce qu'il mange perd son habitat, lui va perdre sa nourriture, puis ça va affecter sa qualité de vie. Tout ce qu'il y a dans l'environnement est lié ensemble. Et si une chose change, ça va affecter le reste, tout ce qui dépend sur lui. La déforestation, un autre problème, les arbres consomment le CO2, convertissent le CO2 en oxygène. Les arbres nous rendent un grand service. Quand on a moins d'arbres, on a moins de CO2 qui est absorbé, on a plus de CO2 dans l'atmosphère et on a plus de réchauffement climatique. Donc, dans cette situation, la déforestation contribue au changement climatique. Dans l'autre sens, l'augmentation de la température peut mener à plus de feux de forêt et ça va mener à une déforestation. Donc, dans ce sens-là, la déforestation est causée par le changement climatique. Alors, la déforestation, c'est à la fois une conséquence
à la fois une cause des changements climatiques.